Bonjour et bienvenue sur Algomius. Nous avions pris l'habitude de faire des vidéos de révision sur les différents chapitres du BTS SEO et cette nouvelle vidéo s'intercale justement sur ce sujet. Aujourd'hui, nous allons parler des ensembles et voir toutes les notions qu'il est fondamental de connaître pour présenter correctement l'épreuve de mathématiques en fin de BTS SEO. Nous allons donc revoir rapidement toutes les notions essentielles de ce chapitre, en les illustrant, mais pas dans les détails. Je vous rappelle que les cours sur les ensembles existent déjà sur la chaîne. C'est simplement une vidéo de révision où on va passer à travers tous les concepts et on va essayer de comprendre ce qu'il y a derrière rapidement, juste un peu pour se remettre ça en mémoire. Et puis, on va faire un exercice type qui va s'articuler autour de ces notions sur les ensembles et on va voir comment on les manipule et finalement à quoi toutes ces notions servent concrètement. Voilà le programme de cette vidéo, une révision, plus un exercice type qui pourrait, par exemple, c'est le genre d'exercice qui pourrait tomber sur les ensembles dans l'examen final E5, justement, du BTS SEO. Alors, sans plus attendre, on va essayer d'aborder ces différentes notions. Alors, j'ai découpé ces notions en plusieurs chapitres, pour qu'on ait une version assez synthétique de tout ce que l'on a à voir sur les ensembles. C'est un sujet qui est quand même assez volumineux. Et on va commencer sur la partie langage ensembliste. On va déjà essayer d'expliquer ce que c'est qu'un ensemble et comment est-ce que je peux le définir. Comment est-ce que je peux faire comprendre à quelqu'un ce qu'il y a dans mon ensemble. Eh bien en fait, il est déjà possible de le définir de deux façons. Soit j'en donne la liste exhaustive de tous les éléments, c'est ce que j'appelle par extension, soit je le donne par compréhension, c'est-à-dire que je donne une règle qui permette de retrouver tous les éléments qui sont dans l'ensemble. Alors on va travailler toujours sur des petits exemples. Par exemple, par extension, je pourrais avoir une certaine valeur de x qui appartient à un ensemble dont je déclarerai en fait tous les éléments. Par exemple, ce serait l'ensemble 2, 3, 4, 5. Donc là, cet ensemble ne contient que 4 éléments, 2, 3, 4, 5, il est fini, et je sais donc facilement si mon x appartient à un de ces éléments. Ça, c'est par extension. Par compréhension, eh bien, tout simplement, je pourrais donner une règle. Je pourrais dire, par exemple, que x appartient à un ensemble, par exemple, qui regrouperait quoi? Qui regrouperait tous les éléments qui s'écrivent 2k, avec k appartenant aux entiers positifs, donc appartenant à n, voilà, tel que mon chiffre de k, ici, 2 multiplié par k, soit compris entre 0 et 20. Ça veut dire que k est un entier. K est un entier et il faut que 2k soit compris entre 0 et 20. Donc je vais récupérer, donc j'ai 0 pile, donc k peut valoir 0. Donc 2 fois 0, ça fait 0. Donc c'est l'ensemble qui va contenir 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Et ensuite, les 2k vont devenir supérieurs à 20, et donc en fait ça ne fera plus partie de mon ensemble. Et donc là, cette fois-ci, par compréhension, j'ai donc donné une règle qui va me permettre de retrouver les éléments de mon ensemble. Alors, j'ai pas toujours une règle qui va me donner un nombre d'éléments fini. Je pourrais très bien imaginer une règle qui dise que x appartient à... je vais reprendre mes 2k. Non, je ne vais pas reprendre mes 2k. Je vais reprendre tous les k, avec k appartenant toujours à n, tel que k modulo 2 est égal à 0. Ça veut dire en fait que je vais récupérer tout simplement tous les k entiers. Donc si je prends tous les k entiers, je sais que j'ai un nombre infini de k. K pour son 2 est égal à 0, je vais vérifier, simplement je vais récupérer tous les k pairs. Et donc là, je vais avoir une infinité d'éléments dans mon ensemble. Ok, voilà pour cette notion de définition des ensembles. Ensuite, on avait simplement eu cette notion de cardinalité. La cardinalité d'un ensemble, c'est simplement le nombre d'éléments qui le composent. Alors là aussi, sur le premier cas, c'est très simple. Là, si ça, c'est mon ensemble E, donc je vais simplement mettre E égale cet ensemble, et bien tout simplement, je peux noter que la cardinalité de E dans ce cas-là, ça, c'est les joies de la conversion automatique. La cardinalité de E dans ce cas-là, en fait, c'est 4. J'ai effectivement 4 éléments dans mon ensemble. Ici, pour le deuxième ensemble, j'ai une cardinalité de 10. Et pour le troisième, en fait, j'ai une cardinalité infinie. Je n'ai pas un nombre fini d'éléments dans mon ensemble.
Voilà pour cette notion de cardinalité. Ensuite, on avait cette notion d'inclusion. Alors un ensemble est inclus dans un autre si chaque élément du premier ensemble se trouve aussi dans le deuxième. Ça, on peut le représenter facilement de manière graphique. Alors on peut l'écrire comme ça, A inclus dans B, mais si on veut le représenter de manière graphique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que si je dessine un ensemble A ici en rouge, ça c'est mon ensemble A, et que je dessine un ensemble bleu également ici, voilà, que je vais appeler B, eh bien on se rend compte que si jamais j'ai des éléments dans B, que je vais tracer comme ça avec, je vais peut-être le faire un peu plus grand, hop, j'ai des éléments dans B, et je vois que tous ces éléments de B sont aussi dans A. Et donc je peux dire que B est inclus dans A. Alors quand est-ce que ça ne serait pas le cas? Eh bien imaginons que j'ai un élément, par exemple j'ai un ensemble B qui n'est pas inclus dans A, par exemple. Là j'ai mon ensemble B, et je me rends compte qu'ici que j'ai des éléments de B, ici par exemple, j'ai des éléments de B qui ne sont pas dans A, ils sont en dehors de A. Donc là, je ne peux pas dire que B, l'ensemble B, est inclus dans A, puisqu'il existe des éléments de B qui ne sont pas dans A. Alors il y en a qui sont aussi dans A, mais il y en a qui ne le sont pas. Et donc ça suffit pour dire que B n'est pas inclus dans A. Ok. Donc, ça c'est les petites propriétés de l'inclusion. Chaque ensemble est inclus dans lui-même. Si vous avez suivi la définition qu'on vient de dire, vous comprenez justement pourquoi. Eh bien parce que tout simplement, tous les éléments de A sont aussi dans A. C'est un peu bête à dire comme ça, mais en fait chaque élément, chaque ensemble est inclus dans lui-même, puisque tous ces éléments sont aussi inclus dans lui-même. De la même manière, ça aussi c'est un cas pratique, un cas particulier de la définition, l'ensemble vide est inclus dans n'importe quel autre ensemble. L'ensemble vide, c'est simplement un ensemble qui ne contient aucun élément. Alors pourquoi il est inclus dans n'importe quel autre ensemble? Eh bien tout simplement parce qu'il répond à la définition. Tous les éléments de l'ensemble vide sont aussi dans un autre ensemble. Alors vous allez me dire, il n'y en a pas. Bah oui, ça veut dire qu'ils le sont tous. Ok, c'est-à-dire que vous n'arriverez pas à trouver un élément de l'ensemble vide qui n'est pas dans l'ensemble A. Ensuite, on va parler un petit peu de notion de complémentaire. La notion de complémentarité, c'est tout simplement, on peut traduire ça par exemple par ce qui reste. J'ai un ensemble A qui est inclus dans E, donc on va tracer ça encore une fois de forme graphique, ou alors on va reprendre B. J'ai un ensemble B qui est inclus dans A, voilà, j'ai mon ensemble B, et donc dans B, j'ai effectivement des éléments. Eh bien, le complément de B par rapport à A, c'est tout simplement la partie de A qui n'est pas dans B. C'est tous les éléments qui sont dans A, mais pas dans B. Donc si j'avais à le représenter, en violet par exemple, je représenterais simplement ça, pour dire en fait, c'est tous les éléments qui sont dans A, mais qui ne sont pas dans B. Et on comprend bien cette notion de complément. Cette notion de complément, ça veut dire que B plus son complément va donner de nouveau A. On a un peu cette même notion qu'on avait déjà vue en algèbre de Boole avec A et A bar, par exemple. On avait la même notion de complémentarité. Alors on a aussi des opérateurs sur les ensembles, que sont l'opérateur intersection et l'opérateur réunion, qui vont nous permettre de rassembler les éléments de deux ensembles. Là aussi, on peut le retourner assez rapidement de forme graphique. Alors, je vais revenir en arrière, j'ai mon ensemble A, j'ai mon ensemble B, que je vais tracer en bleu, hop. Et les deux opérateurs, en fait, simplement, je vais avoir l'intersection que je vais tracer ici en violet. Ça, c'est l'intersection, c'est à la fois, ce sont des éléments qui sont à la fois dans B et dans A. C'est ce qu'on appelle l'intersection des deux, donc ils ont les deux propriétés. Et il y a une autre propriété qui s'appelle l'union, ou la réunion. Et la réunion, c'est tout simplement des éléments qui sont, alors je vais le tracer en orange, qui sont dans A, dans B, et potentiellement dans les deux. Donc, ils respectent au moins une des deux propriétés. Ils sont au moins dans un des deux ensembles. Et donc, derrière, on retrouve l'algèbre de Boole, puisque l'intersection, il faut qu'il soit dans A et dans B, et la réunion, il faut qu'il soit dans A ou dans B, ou potentiellement dans les deux. Et on retrouve, en fait, si on se souvient des tables de vérité des opérateurs et ou, eh bien, c'est exactement cette notion qui se cache derrière. Ok, donc on a parlé de l'intersection, on a parlé de la réunion. On a encore le produit cartésien. Le produit cartésien de deux ensembles, c'est simplement l'ensemble des couples
entre tous les éléments du premier ensemble avec tous les éléments du second ensemble. Alors là, pareil, je vais créer deux ensembles disjoints pour expliquer ça. Cette fois-ci, j'ai pas A, j'ai A d'un côté, j'ai B de l'autre. Et on va dire tout simplement que j'ai deux éléments dans A, graphiquement. Donc je vais mettre en rouge deux éléments dans A. Hop. Je vais mettre deux éléments dans B. Et je vais simplement dire que le produit cartésien, eh bien, ce sont tous les couples que je vais pouvoir tracer entre tous les éléments de A, je vais les relier à B. Voilà. Et quand j'aurai fait ça, je vais m'apercevoir que tous les éléments de B sont reliés à A. Donc si jamais je veux, ça c'est sous forme graphique, si je veux représenter mon produit cartésien par exemple, j'ai un ensemble E qui contient, alors je vais prendre un petit peu moins d'éléments, qui contient 2 et 3, et j'ai un ensemble F qui contient 5 et 6 par exemple. Eh bien je vais créer le produit cartésien que je vais écrire E fois F. Et bien tout simplement, ça va être l'ensemble qui va contenir tous les couples que je peux faire à partir des deux éléments. Alors je peux mettre 2 en couple avec 5, je peux mettre 2 en couple avec 6. Donc là, j'ai réglé le problème du 2 dans la partie E. Donc je vais m'occuper du 3, je peux mettre 3 en couple avec 5, je peux mettre 3 en couple avec 6. Et donc j'aurai défini tous les couples de mon produit cartésien. C'est tous les couples que je peux faire avec les éléments de E et les éléments de F. Tout simplement. Donc ça c'est quelque chose qui existe en base de données, le produit cartésien, c'est ce que vous retrouvez en SQL quand vous faites par exemple un cross-join. Donc voilà, le produit cartésien a lui-même une cardinalité, là on voit que la cardinalité de mon produit cartésien, j'ai 4 couples, j'ai donc une cardinalité de 4. Alors passons maintenant aux relations binaires. Alors relation binaire, tout est un peu dans le titre en fait, c'est la relation binaire, c'est entre deux éléments, donc on va mettre deux éléments en relation. Alors une relation binaire, c'est une notion qui lie un élément d'un ensemble de départ à un élément d'un ensemble d'arrivée. On avait par exemple les ensembles A et B pour l'instant, on pourrait imaginer qu'il y a une relation entre un élément de A et un élément de B. Alors ça se note X en relation avec Y. Alors cette relation, ça peut être énormément de choses, ça peut être une relation d'amitié, ça peut être une relation familiale, ça peut être une relation mathématique. On va essayer de décrire un petit peu les différentes possibilités qu'on va avoir dans cette relation binaire. Alors comment je peux représenter ma relation binaire? Eh bien encore une fois, c'est quelque chose où on va retrouver énormément d'éléments que l'on voit dans le chapitre habituellement des graphes. Puisque les graphes, c'est une structure de données qui nous permet de représenter justement une relation. Eh bien tout simplement, on peut représenter ça avec un tableau simple, un tableau à double entrée, une matrice, on va voir que quand on parle des graphes, c'est une matrice d'adjacence, un diagramme sagittal. Alors le diagramme sagittal, c'est quelque chose que j'ai tracé tout à l'heure, c'est quand j'avais relié chaque élément de l'ensemble A à l'ensemble B, et ou alors on peut simplement représenter par une liste de couples, ce qu'on vient de faire par exemple avec le produit cartésien, ici. Alors si jamais je voulais représenter des relations sous forme de matrice ou de tableau à double entrée, alors c'est quelque chose qu'on a déjà vu, mais dans le chapitre des graphes plutôt, donc c'était pas encore adapté à ce qui est fait en BTS SEO. Imaginons par exemple que je veuille représenter le produit cartésien que j'ai fait tout à l'heure. J'avais des éléments 2 et 3 dans l'ensemble E, j'avais 5 et 6. J'avais 5 et 6 pour l'ensemble F. Tout ça, je peux le mettre dans un tableau, et on s'en rend compte qu'à chaque intersection, je vais récupérer mon produit cartésien. Là, j'ai mon couple de 5, là, j'ai mon couple 3, 5, et ainsi de suite. Bon. Et bien, tout simplement, la relation, je vais dire que c'est un sous-ensemble du produit cartésien, c'est-à-dire que tout n'est pas en relation les uns avec les autres. Le produit cartésien va trouver des relations entre tous les éléments, alors que là, je vais dire, par exemple, j'ai seulement 5 et 2 qui sont en relation, et j'ai seulement 6 et 3 qui sont en relation. Donc les deux seules choses que j'ai en relation, c'est 2 qui est en relation avec 5, et vous avez 3 qui est en relation avec 6. Et donc vous voyez que je peux passer facilement d'une représentation où j'ai simplement les couples de la représentation directement à une matrice d'adjacence qui me permet de dire, là par exemple, je pourrais très bien avoir des versions numériques.
j'ai un 1 parce que 2 est en relation avec 5, j'ai 0 parce que 3 est en relation avec 5, j'ai 0 parce que 2 n'est pas en relation avec 6, et j'ai un 1 parce que 3 est en relation avec 6. Et donc je peux représenter ça facilement avec une matrice d'adjacence que je pourrais programmer et donc utiliser directement en programmation. Voilà pourquoi cette notion de relation est très intéressante. Nous pouvons donner des propriétés sur la relation binaire, R. Alors on va essayer d'illustrer à chaque fois chacune de ces propriétés avec un petit exemple. Alors la relation binaire peut être réflexive si pour tout x qui appartient à un ensemble E, j'ai x en relation avec lui-même. Par exemple, on pourrait imaginer une relation familiale. C'est-à-dire que j'écris, je traduis ici, que si j'écris x, r, y, ça veut dire que x est en relation avec y, pour moi ça veut dire x est de la même famille que y. C'est en fait une relation familiale, ça permet de dire en fait quelles sont, s'il y a une relation entre x et y, pour moi ça veut dire que la relation R traduit la relation familiale, donc x est de la même famille que y. Et bien si x est de la même famille que y, ça implique une réflexivité, puisqu'effectivement, je suis toujours dans ma famille. C'est-à-dire que je suis en relation familiale avec moi-même, je suis bien dans la même famille que moi-même. Et donc en fait on a bien une relation réflexive à ce niveau-là. Donc relation réflexive, c'est quand tous les éléments de l'ensemble sont en relation avec eux-mêmes au travers de la relation qu'on a définie, ici une relation familiale. On va naturellement illustrer ça avec des exemples dans l'exercice qui va suivre. Alors une relation symétrique, c'est quoi? C'est que pour tout couple x et y, appartenant à E carré, donc c'est-à-dire que vous prenez x dans E, vous prenez y dans E, et vous en faites un couple, et bien si vous avez x qui est en relation avec y, vous avez forcément y qui est en relation avec x. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver une relation symétrique? Eh bien, typiquement, c'est le genre de relation que vous avez. Alors, si x est en relation avec y implique que forcément que y soit en relation avec x, on pourrait avoir un exemple, par exemple ce serait on pourrait prendre un réseau social, et les réseaux sociaux, en fait, vous pouvez avoir des amis. Les amis sur les réseaux sociaux, tout simplement, vous faites une demande d'amis à quelqu'un, et s'il accepte, en fait, vous devenez son ami, et il devient le vôtre. Donc c'est-à-dire que le x a comme ami y, et le y a comme ami x. C'est donc un lien qui va dans les deux sens. C'est pour ça qu'on appelle ça une symétrie, parce qu'en fait, le lien va dans les deux sens. On n'a pas seulement le lien qui va dans un seul sens, on a vraiment cette relation d'amitié qui va dans les deux sens. Tu deviens mon ami, moi je deviens ton ami, et en fait, eh bien, cette relation, donc du coup, je peux l'écrire dans les deux sens. Et il faut que j'ai cette relation dans les deux sens pour pouvoir dire que la relation est symétrique. Ensuite, on a cette notion de antisymétrique. Alors, antisymétrique, c'est un petit peu plus compliqué à comprendre que la version symétrique. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Si on a x qui est en relation avec y et que y est en relation avec x, alors on a forcément y égale x. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Par rapport à la relation des réseaux sociaux qu'on avait là, tout simplement, on a cette fois-ci quelque chose de différent. On a si un élément x est en relation avec un autre élément y, et que cet élément y est lui-même en relation avec x, alors il n'y a pas d'autre choix que x et y soient en fait le même élément. Alors là, c'est quelque chose qu'on peut écrire de façon mathématique. On pourrait dire par exemple que R est la relation qui définit inférieur ou égal. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, ça veut simplement dire que si x est en relation avec y, ça veut dire que x est inférieur ou égal à y. Alors ça, je vais le mettre entre crochets pour qu'on comprenne bien. Si x est en relation avec y, ça veut dire que x est inférieur ou égal à y. Et ça veut dire aussi, dans ce cas-là, que y est inférieur ou égal à x. Et bien, si j'ai x qui est inférieur ou égal à y, et y qui est inférieur ou égal à x, en fait, ça n'arrive que dans un seul moment, c'est quand y est égal à x. Et donc là, dans ce cas-là, dans cette relation-là, on est sur une relation antisymétrique. Dernier qualificatif que l'on peut apporter, c'est la relation transitive.
La relation transitive nous dit que si chaque fois maintenant je prends un triplet x, y et z dans E3, ça veut dire que je prends x dans E, je prends y dans E et je prends z dans E, et que je les réunis dans un triplet, eh bien si on a une relation entre x et y et une relation entre y et z, alors forcément j'ai cette relation entre x et z. Ok. Alors là, typiquement, on pourrait utiliser l'exemple d'un arbre généalogique. Alors je vais juste reprendre la petite phrase. Si on a x qui est en relation avec y et y qui est en relation avec z, alors forcément on a x et z. Ce que je vais dire ici, c'est que R est une relation de descendance. C'est-à-dire qu'elle permet de dire qui descend de qui a pour ancêtre qui. Alors je vais simplement dire, voilà, et bien tout simplement, si j'ai une relation, alors plutôt que des x, je vais peut-être prendre des personnes, par exemple, si Bob est en relation avec Kim, ça veut dire tout simplement que Bob est l'ancêtre de Kim. Ok. Maintenant, ça veut dire que si j'ai Kim qui est en relation avec Jim, par exemple, eh bien ça veut dire que Kim est l'ancêtre de Jim. Eh bien si Bob est l'ancêtre de Kim et que Kim est l'ancêtre de Jim, eh bien ça veut simplement dire aussi que Bob est donc du coup l'ancêtre de Jim. Et là on a cette notion de transitivité. Donc Bob est bien l'ancêtre de Jim, puisque par transitivité, il est l'ancêtre de Kim, et donc automatiquement il est l'ancêtre de tous les descendants de Kim. Et donc on va retrouver ici cette notion de transitivité. Donc voilà, on a expliqué les 4 propriétés principales de la relation binaire. Et ces 4 propriétés principales vont nous permettre de qualifier encore un petit peu plus la relation. Si la relation est réflexive, symétrique et transitive, on dit qu'on a une relation d'équivalence. Ça vient justement de cette notion de symétrie. On a une équivalence, vous vous souvenez, pour la symétrie, on avait pris l'exemple des réseaux sociaux. Si tu es mon ami, je deviens ton ami. Eh bien, tout simplement, c'est pour ça qu'on appelle ça une relation d'équivalence, parce qu'on a une symétrie dans la relation. Si la relation, par contre, est réflexive, antisymétrique et transitive, donc vous voyez qu'entre les deux, il n'y a que le symétrique qui devient antisymétrique, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, ça veut dire qu'on est sur de l'antisymétrie, c'est-à-dire que si jamais on a une relation, je suis en relation avec toi et toi tu es en relation avec moi, en fait on ne peut pas être deux éléments différents, donc on a une relation d'ordre. Donc ça veut dire en fait tout simplement que quand il y a égalité, c'est le même élément, et ça veut tout simplement dire que tous les éléments finalement peuvent être classés entre eux. Et bien c'est pour ça que l'on arrive sur une relation d'ordre. La relation d'ordre, on peut la qualifier de totale lorsque tous les éléments sont comparables, c'est-à-dire que peu importe les éléments qu'on prend dans l'ensemble E, vous allez toujours avoir ou x en relation avec y, ou y en relation avec x. Vous allez toujours avoir un des deux. Alors comment on peut comprendre ça, cette relation d'ordre total? Eh bien la relation d'ordre total, par exemple, vous allez la voir lorsque, par exemple, vous prenez par exemple l'opérateur inférieur, ou inférieur ou égal qu'on a déjà vu, il est réflexif, ouais. On va prendre l'opérateur inférieur ou égal, qui est ici, qui est une relation d'ordre, et bien tout simplement, je prends deux nombres complètement au hasard, par exemple je prends 5 et 7, et bien si je prends 5 et 7, et que j'ai mon opérateur qui est inférieur ou égal, et bien j'ai toujours, ou alors j'ai 5 qui est inférieur ou égal à 7, ou alors j'ai 7 qui est inférieur ou égal à 5. Alors là, pour le coup, effectivement, vous avez compris que c'est bien 5 qui est inférieur ou égal à 7, mais l'idée c'est que si je prends deux éléments dans E, en fait, je peux toujours les classer. C'est-à-dire qu'il y a toujours une version de la relation qui marche. Voilà comment on peut comprendre la relation d'ordre. Total, par contre, du coup, pour le total. Si jamais ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a des éléments, je peux prendre deux éléments au hasard que je ne peux pas mettre en relation, et donc si c'est le cas, en fait, je suis sur une relation d'ordre partiel. Voilà, nous allons parler maintenant, après les relations binaires, nous allons parler des applications d'un ensemble dans un autre, et les applications d'un ensemble dans un autre vont nous permettre justement d'avoir une fonction qui va nous permettre de faire évoluer les éléments,
et d'avoir les images d'un élément dans un autre ensemble. Alors qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Eh bien tout simplement, on va prendre deux éléments. Alors là je les ai appelés A et B, mais on peut les appeler comme on veut, hein. Et on va imaginer qu'il existe une fonction qui va me permettre de transformer un élément de A, par exemple que j'aurai ici. Eh bien je vais lui appliquer une fonction qui va lui permettre d'avoir une image dans B. Alors les fonctions, en fait, on a déjà utilisé ce principe de fonction quand on a fait justement de l'analyse de fonctions, qu'on avait les f de x par exemple, et on avait étudié quelques fonctions polynomiales au lycée, où on avait par exemple x au carré plus 2x plus 5. Je ne sais pas si je remonte des bons souvenirs à tout le monde, mais c'est exactement le même ordre d'idée, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une valeur de x, vous allez pouvoir calculer son image au travers de la fonction. Si là j'ai x qui est égal à 1, et bien x carré ça fait 1, plus 2x ça fait 3, plus 5 ça fait 8, et donc ça veut dire que si x égale à 1, eh bien f de x est égal à 8. Et donc j'ai calculé l'image de ma valeur de x par rapport à la fonction f, et j'ai trouvé une image de 8 pour un x de 1. Et bien là c'est exactement le même principe que l'on va mettre en place. On a donc la possibilité au travers d'une fonction de transférer un élément, d'avoir l'image de cet élément dans un autre ensemble. Alors l'image directe d'un ensemble A, avec A qui appartient à l'ensemble de départ par une application F, est l'ensemble des images de A. Alors là encore, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas très compliqué. Cette notion d'inclusion, on l'a déjà vue, et ce qu'on essaie juste de dire, c'est que s'il existe un sous-ensemble A ici, et que je pioche dedans, eh bien toutes les images de ce sous-ensemble A, que je vais dessiner par exemple en violet, là. Voilà, toutes ces images-là, tous ces éléments de A qui se retrouvent dans cet ensemble-là, eh bien leurs images vont se retrouver aussi dans un sous-ensemble dans B, tout simplement. Et donc ça veut dire que ce sous-ensemble où vont se retrouver toutes les images des éléments de A qui sont en mauve, ou en violet, eh bien je vais appeler ça l'image du sous-ensemble. Alors je vais quand même lui donner un nom, ça va être plus pratique, hein, je vais l'appeler par exemple C. Eh bien, dans la B, en fait, tout simplement, je vais avoir l'image des éléments de C dans B. Et donc les images des éléments de C vont être inclus dans l'ensemble B. Voilà un petit peu l'explication qui se cache là-dessous. De même, hein, si j'ai donc l'image réciproque d'un ensemble B, c'est exactement si je fais l'opération inverse, je pars des images et je reviens aux éléments qui ont permis de générer ces images par la fonction f. Et donc, cette fonctionnalité, encore une fois, c'est une application d'un ensemble vers un autre, mais c'est ce que l'on appelle la fonction réciproque de la fonction f, que l'on note f de moins 1. La fonction f m'a fait trouver les images des éléments qui étaient dans A dans l'ensemble B, et bien la fonction f-1 me permet de faire le chemin inverse, de retrouver l'origine des images que j'ai dans B, tout simplement. Alors là aussi, on a quelques qualificatifs pour ces différentes fonctions. Une application peut être surjective lorsque chaque élément de f possède au plus un antécédent. Donc ça veut dire que je vous rappelle que f, c'est en fait l'ensemble des images, hein, c'est-à-dire que c'est tous les éléments que j'ai obtenus par image des éléments de A, par une fonction. Et on dit là, ici, que elle est surjective lorsque chaque élément de f, donc chaque élément qui compose l'ensemble f, possède au plus un antécédent. Sous-entendu, il peut en avoir aucun. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des éléments dans f qui n'ont pas d'origine dans A. Mais si jamais un élément dans f a pour origine un élément de A, il en a au plus 1. La fonction injective, elle va dire que chaque élément de f possède au moins un antécédent. Ça veut dire que tous les éléments de f que j'ai, eh bien j'ai un élément de l'ensemble de départ qui permet d'y arriver avec la fonction f, tout simplement. Et donc, la fonction bijective, elle dit simplement une fonction est bijective une application est bijective lorsqu'elle est surjective et injective. Et bien d'après la définition, ça veut dire quoi? Surjective, ça veut dire au plus un antécédent. Injective, ça veut dire au moins un antécédent. Quand j'ai au plus un antécédent et au moins un antécédent, en fait, j'ai qu'un seul antécédent. Donc vous avez une application bijective à chaque fois que tous les éléments de f ont un et un seul antécédent. Alors ça, c'est une notion qu'on va retrouver encore une fois en base de données,
puisque ça ressemble énormément aux cardinalités. Hein, c'est les cardinalités qu'on peut mettre dans la méthode Meurize. Chaque élément possède au plus un antécédent, et bien on a une cardinalité max de 1. Chaque élément f possède au moins un antécédent, et bien ça veut dire qu'on a une cardinalité min de 1 et une cardinalité max de n. Donc c'est qu'on a une cardinalité 1n. Bijectif, ça veut simplement dire que j'ai au max 1, au min 1, donc ça veut dire que je suis sur une cardinalité 1,1. Donc on voit qu'on retrouve plein d'éléments dans différentes façons de voir les choses, dans différentes applications en informatique. On va parler maintenant d'application composée. L'application composée de f par g, une application de e dans g qui associe à chaque élément x de e, et bien tout simplement une fonction composée, une application composée. Alors l'application composée, on en a parlé tout à l'heure, on avait f de x, qui était ici, et bien tout simplement, quand je pourrais dire que j'ai encore une autre fonction, et que je vais d'abord calculer f de x pour un x donné, et une fois que je l'ai calculé, eh bien je vais encore appliquer une deuxième fonction par-dessus, g de x. Donc c'est-à-dire c'est une double conversion. Hein. D'abord je vais ramener vers un autre ensemble, puis je vais ramener encore vers un autre ensemble, tout simplement. Je vais donc faire une composée. Alors attention à l'écriture. Quand on écrit g rond f, c'est bien par la fonction qui est la plus à droite qu'il faut commencer. C'est bien f que j'applique en premier, et ensuite j'applique g. C'est pour ça que j'ai mis l'écriture ici. Vous avez la valeur de x, vous appliquez d'abord f, et le résultat obtenu par f, vous appliquez g. Ça, c'est quelque chose qui, en tant que développeur, ne devrait pas nous poser problème, puisqu'on sait depuis longtemps que le résultat d'une fonction peut être de nouveau un paramètre pour une deuxième fonction. Et donc, en fait, il n'est pas rare en programmation d'utiliser la valeur de retour d'une fonction en paramètre d'une autre fonction, et c'est exactement ce que je fais ici. La fonction g va utiliser en paramètre le retour de la fonction f de x qu'elle va calculer et qu'elle va donc rendre. Alors qu'est-ce qui est intéressant à noter? Eh bien on a aussi quelques propriétés sur les applications composées. La composée de deux injections est une injection, et la composée de deux surjections est une surjection. Ça veut dire que si on respecte les conditions, les propriétés de l'injection et de la surjection, eh bien quand on a une composée entre les deux, la propriété est toujours encore valide. Et naturellement, la composée de deux bijections est également une bijection. Ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant et que l'on va mettre en lumière assez rapidement au travers de l'exercice qui va suivre. Alors, dans le cas d'une bijection, eh bien, on va se rendre compte qu'il est possible d'avoir ce que l'on appelle une bijection réciproque. Alors, c'est le même ordre d'idée que la fonction réciproque que l'on a déjà vue. Si on a une bijection qui nous permet de retrouver pour chaque valeur de x une image miroir, c'est-à-dire qu'on calcule la valeur de x par rapport à une fonction et on a une image de x, eh bien il est possible de faire l'opération inverse. Mais il est possible de faire l'opération inverse seulement si on est dans le cas d'une bijection. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve énormément en cryptographie, et c'est d'ailleurs ce qui fait la différence entre la cryptographie et le hachage. Le hachage permet justement d'anonymiser les données, mais ne permet pas le retour en arrière. Pourquoi? Tout simplement parce que l'algorithme de hachage n'est pas bijectif. Alors que dans la cryptographie, eh bien, quand vous codez un message, vous voulez le faire transiter sur un réseau de manière sécurisée, c'est-à-dire que le message ne soit pas en clair. Par contre, vous aimeriez que votre interlocuteur puisse ouvrir le message et comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous êtes obligé de pouvoir revenir en arrière. Et c'est pour ça que vous êtes obligé d'avoir un algorithme qui est une bijection. Donc bijection, c'est qu'on va retrouver cette notion de symétrie. À un élément de départ correspond un élément d'arrivée, et à un élément d'arrivée correspond un élément de départ. Donc je peux faire le chemin dans un sens sans ambiguïté, je peux faire le chemin dans l'autre sens sans ambiguïté. Si jamais je ne suis pas dans une bijection, typiquement les algorithmes de hachage, je vais pouvoir hacher un élément, mais par contre je ne pourrai jamais revenir en arrière, parce que je n'ai pas un antécédent qui correspond à un élément image. Donc voilà pour les notions que je voulais aborder sur les révisions. Je m'aperçois quand même qu'on a passé un petit peu de temps sur ces notions de révision, donc je vais quand même diviser la vidéo en deux. On va rester sur ces notions-là. Encore une fois, si vous avez besoin de plus de détails ou plus de précision, eh bien toutes les vidéos existent sur le détail du cours, dans la partie BTS SEO, sur la playlist, ou sur le site algomus.fr dans l'onglet BTS SEO. Donc on va découper cette vidéo en deux pour prendre plus de temps pour l'exercice.
Donc première vidéo justement de présentation de toutes les notions sur les ensembles, je pensais pas qu'il y en aurait autant. Ça vous permet justement de vous remettre en tête un petit peu toutes les notions que l'on a balayées dans le cours des ensembles. Ça vous permet de reprendre un petit peu les différentes notions. Et si jamais quelque chose vous a échappé, ou quelque chose vous ne comprenez pas quelque chose, ou vous aimeriez avoir plus de détails sur un point bien précis, n'hésitez pas à reprendre le cours qui est beaucoup plus complet. Vous pouvez reprendre la playlist qui va contenir les maths pour le BTS SEO, ou vous rendre directement, comme je l'ai dit, sur le site algomus.fr. Il y a un petit onglet qui permet d'aller directement sur tous les cours du BTS SEO, qui sont classés par chapitre. Donc n'hésitez pas. Toutes les vidéos sont en plus chapitrées, pour pouvoir vous rendre très facilement à l'élément qu'il vous faut. Et donc maintenant, ce que j'aimerais, c'est que, comme on a passé en revue toutes les notions sur les ensembles, on va maintenant s'intéresser à un exercice type, on va le corriger, et on va voir comment utiliser toutes les notions sur les ensembles. A tout de suite!